Alors maintenant, si vous avez envie encore plus de lore pour vous inspirer dans la création de votre nouvelle bande de World Eater, eh bien vous pouvez utiliser là les 4 bandes qui nous sont présentées. Je parle vraiment en termes de lore, hein, je parle pas en termes de règles. Donc on a les bouchers d'airain. Donc eux, ce sont ceux qui se considèrent le plus proches des World Eaters originaux, donc ils conservent le plus souvent l'héraldique des World Eaters. Leur but à eux, c'est de faire intervenir les puissances des démons de Khorne. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui va représenter le fait qu'ils sont proches et qu'ils sont les enfants chéris de Khorne. Donc voilà, donc si vous voulez, ceux qui sont vraiment voués à utiliser beaucoup de démons, ceux qui sont le plus proche des World Eaters originaux, vous avez les bouchers d'airain. On a ensuite les preneurs de crâne. Eux, c'est assez intéressant. Ils sont menés par Hans Koren, qui est un des premiers légionnaires, enfin un des seuls légionnaires World Eaters qui était présent encore à l'hérésie d'Horus, qui se bat encore maintenant et qui justement se rappelle des combats avec les empereurs Children et qui voue une haine sans borne aux empereurs Children. Et en fait, son but, c'est tout simplement détruire Fulgrim, détruire les empereurs Children, tout ce qu'ils représentent. Et voilà, on nous dit que les lames Vélos, une bande d'empereurs Children qui, dans leur arrogance, se targuaient d'être les maîtres de la lame, allaient subir la colère des preneurs de crâne. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les preneurs de crâne ont attaqué justement ce bastion des empereurs Children et se sont battus jusqu'à la fin pour éradiquer les plus grands combattants qui étaient les empereurs Children, selon leur dire. Ensuite, on a les fendeurs de sorciers. Donc les fendeurs de sorciers, eux, leur vocation, c'est de détruire le psycheur où qu'il se trouve, même au sein de la Black Legion. On nous dit qu'ils ont cherché justement, ils ont réussi à prendre la tête d'un des plus grands seigneurs de la Black Legion, qui était un seigneur sorcier justement. Donc voilà, essayer d'avoir justement les trophées les plus importants sur les plus grands psycheurs de la galaxie. Et puis on a enfin les profanateurs de Kar-Zal. Donc ça, ce sont au contraire des World Eaters qui ont rejoint la Black Legion. Certains même ont changé d'héraldique, c'est-à-dire qu'ils ont enlevé leur plastron couleur rouge, couleur airain, pour le remplacer par celui noir de la Black Legion. Et eux, leur but, c'est justement d'avoir de plus en plus de carnage. Et forcément, comme la Black Legion suit les ordres d'Abaddon, et bien voilà, eux sont aux premières loges. Et on peut imaginer qu'au final, c'est quelque chose qui me paraît assez cohérent, parce que Abaddon va représenter quand même une entité supérieure, et une entité supérieure qui a quand même une vision de destruction. Donc peut-être qu'à un moment donné, certains des World Eaters qui ont encore quelques éclairs de lucidité, eh bien regrettent les moments où la guerre était un peu plus planifiée, et où en fait au lieu de simplement massacrer le premier gars qui passe, les pauvres clampins qui a voilà, et au contraire essayer de faire des victoires militaires qui sont peut-être un peu plus intéressantes, et surtout rencontrer des adversaires de plus grande valeur, parce que forcément Abaddon, il va pas aller attaquer n'importe qui, puis il va pas envoyer ses Space Marines contre le bidonville de l'Imperium. Au contraire, on va aller plutôt sur des cibles assez juteuses. Voilà. Allez, c'est le moment de vous parler des entités majeures qui incarnent les personnages des World Eaters. On a bien sûr en gros le primarque démoniaque qui a eu une sculpture tout simplement pour pouvoir avoir 40 000 de sa figurine. Il y a de ça quelques temps. Voilà, figurine assez emblématique qui se rapproche beaucoup en fait des buveurs de sang. Le fait est que en termes de lore, on a un lore extrêmement simple. Tout simplement, ce qui l'intéresse, ce n'est pas les conquêtes. Encore une fois, c'est bien sûr tout ce que je vous ai déjà dit, à savoir tuer, mutiler, égorger, et ainsi de suite. Alors, petit passage peut-être qui peut être assez intéressant, c'est que on dit que fut-il un temps, eh bien, il réapparaissait quand il était banni dans le Warp. En fait, il réapparaissait en mettant plusieurs siècles parfois à revenir, mais que là, et on l'a vu justement avec quand il s'est fait bannir en fait par Lionel Johnson, hein. Lionel Johnson a réussi à venir à bout de son frère, alors qu'il a les puissances de la ruine à ses côtés, enfin Khorne en tout cas. Donc c'est dire si Lionel Johnson est un combattant incroyablement puissant. Il a réussi à bannir son frère, mais son frère pensait à un moment. Alors ça c'est quand même. Alors je vais peut-être pas tout vous détailler parce que là je vais refaire la vidéo que je vous ai déjà fait.
Mais il y a eu un moment donné où en gros peut-être c'est pris à espérer mourir justement, à espérer être libéré de cette éternité de carnage, mais en fait il a très vite été ramené dans la réalité, à l'autre bout de la galaxie, au sein d'un affrontement, et puis voilà en fait, et ce qu'on nous dit c'est que en gros en fait va réapparaître dans des lieux qui peuvent paraître aléatoires et sans qu'il y ait vraiment une volonté de conquête encore une fois territoriale. Khorne simplement va faire apparaître son champion là où il y a de la tuerie, donc ça va être peut-être des émeutes qui vont dégénérer pendant plusieurs semaines, ça peut être tout simplement, là on a un exemple des sorts de bataille qui se battent avec des taux, et il y a une maladie qui apparaît, c'est une maladie qui donne de la fièvre, et quand on est atteint de cette maladie là, eh bien on a une sorte de fureur sanguinaire et qui nous pousse à attaquer les adversaires. Et bien voilà, ça permet à justement en gros de se matérialiser. Après, petit passage qui a été sympa, c'est qu'on nous parle un peu de ses armes. Alors à un moment donné en fait on nous parle de la lame noire. La lame noire, c'est une arme qu'il a eue pendant plus de 10 000 ans, cette arme qui a été cassée justement sur Armageddon, sur la première guerre d'Armageddon. Eh bien il l'a remplacée par, je vous ai dit, deux armes assez exceptionnelles. Donc on a une épée, donc Samniarius, c'est l'épée, elle porte le nom d'un prince démon de Slaanesh, alors pas en hommage bien évidemment, mais justement pour se moquer de lui. En fait l'essence même démoniaque a été emprisonnée à l'intérieur de l'arme démon, et bien sûr comme ça Khorne peut faire souffrir Slaanesh, et le démon voilà qui réclame sans cesse de la tuerie, etc. Et de temps en temps voilà en gros on veut bien veut bien écouter ce démon et puis l'utiliser pour trancher, mutiler, etc. Mais bien sûr ce qui est plus important, c'est que le démon est prisonnier de Khorne, c'est ça qui est important. Et ensuite on a Brise-Échine. Alors Brise-Échine, c'est une arme qui a été fabriquée par le Mécanicum Noir pour justement être offerte à Angron, et en fait elle a été faite à partir d'une entité du Warp, et ses dents en adamantine recouvertes d'un champ de force permettent justement de trancher tout ce qui peut exister, donc que ce soit des machines divines, donc c'est des titans, ou alors des bastions de ferro-béton, etc. Et que on nous dit aussi que Angron lui en fait n'a que faire de ses armes, il n'en prend absolument pas soin, et que simplement il les utilise tant qu'il peut les utiliser, il le fait. Si à un moment donné elles viennent à être brisées, il va prendre tout ce qu'il trouve, donc il va prendre une arme tronçonneuse d'un capitaine Space Marine, on peut imaginer, ou ce genre de choses, mais qu'en fait il n'y a pas du tout de respect pour les armes, quelles qu'elles soient, même si elles ont été forgées, etc. On nous dit simplement un petit passage sur la lame noire qu'il avait avant. C'était une arme justement qui avait une particularité, c'est qu'à chaque fois qu'il tuait quelqu'un, eh bien ça renforçait le pouvoir de la lame qui devenait de plus en plus puissante, et bien sûr avec une éternité de carnage, 10 000 ans de carnage, on peut imaginer que la lame a été extrêmement renforcée. Malgré tout, on a quand même un grand maître chevalier gris qui a réussi à la briser, donc comme quoi même avec 10 000 ans de force démoniaque accumulée, ça reste pas suffisant par rapport au Grey Knight. C'est dire s'ils sont balèzes quand même les gars. Bon, ça c'est quand même un passage, tu te dis, mais c'est toujours le même problème en fait, à chaque fois que vous avez des personnages avec une puissance incroyable, il y a toujours ce dosage de puissance où il faut à un moment donné que si vous mettez Lionel Johnson par exemple d'un côté et Angron d'un côté, il faut bien qu'il y ait un gagnant en fait, même si dans les faits il y a un gagnant mais l'autre au final revient à la vie tout de suite après, donc c'est toujours un peu le problème avec la surpuissance des héros, c'est de trouver en fait un enjeu à un moment donné. Angron est tellement fort, tellement puissant, tellement inarrêtable que rien ne peut l'arrêter. Alors là, c'est pas dans le codex, mais si on n'extrapole pas parce que c'est la réalité, mais dans les arches fatidiques on voyait bien qu'ils se prenaient des tirs de canons orbitaux, enfin les armes les plus puissantes qui peuvent détruire des vaisseaux de plusieurs kilomètres, qui se les prenaient, et puis bon voilà, ça le chatouillait un peu, etc. Ce qu'on nous dit par contre ici dans le codex, c'est que il n'est pas invulnérable, c'est-à-dire qu'en fait les armes peuvent lui occasionner des blessures qu'il ressent, voilà, mais voilà, ça ne réussit pas à mettre fin à sa vie, ou quand ça réussit à meurtrir suffisamment son corps, eh bien il est simplement banni dans le Warp et puis il réapparaît, voilà, dans un cycle sans fin. Donc il est on peut pas l'emprisonner. Après, ce qu'on peut se poser comme question, c'est qu'est-ce qui se passerait si on enfermait un grand, si par exemple, je ne sais pas, si on avait un collectionneur Necron au hasard, je sais pas, peut-être qui arriverait ici, qui aurait peut-être un artefact qui permettrait de créer une dimension dans laquelle on pourrait enfermer des choses
et qu'il aurait envie d'avoir, je sais pas, un personnage comme Angron, peut-être, si c'est assez brillant pour lui, ça pourrait être assez sympa. Donc qu'est-ce qui se passerait à ce moment-là? Est-ce que sa rage lui permettrait de sortir des dimensions? Enfin, on peut tout imaginer, voilà. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que si on peut imaginer qu'à un moment donné, Angron, en passant Prince Démon, s'était dit au moins je ressentirai plus la douleur des clous du boucher, eh bien c'est fortement trompé, parce que c'est le contraire. Maintenant qu'il est un Prince Démon, eh bien il ressent encore plus intensément les clous du boucher, qui ne se taisent à peine quand il réalise les pires atrocités, les pires carnages. Donc en fait voilà, il est continuellement plongé dans cet état de folie, malgré tout, encore une fois. Mais vous voyez, c'est toujours le côté il est trop fort, mais il est fou furieux, mais ça reste un Primarque, donc c'est-à-dire qu'il a un intellect supérieur, bien entendu, même par rapport à un simple Space Marine, et que il va tout de suite instantanément analyser la situation, savoir où frapper, savoir où utiliser sa force, où utiliser la force de ses légionnaires quand il est accompagné de légionnaires, ou alors de Prince Démon, ou alors de Buveur de sang, ou d'autres forces qui lui sont inféodées, mais que invariablement, ça va toujours s'orienter par des attaques au corps à corps, des téléportations au corps à corps, pas d'artillerie, pas de convoi blindé, pas de progression silencieuse. Non, simplement savoir où appliquer la force létale maximale au corps à corps. L'autre personnage emblématique, c'est Karn. Karn, le Félon. J'en ai déjà parlé. On sait que c'est lui qui a détruit, alors détruit en tout cas l'unité des World Eaters. Qu'est-ce qu'on sait de lui? Pas grand chose, il n'y a pas grand chose à en dire de plus. Simplement, Karn n'a pas toujours été le tueur sanguinaire qu'on connaît. Même quand justement Angron a rejoint en fait la 12e Légion, eh bien c'était celui qui était le plus proche de Angron. Et en fait, Angron ne voulait pas commander en fait la 12e Légion. Il ne voulait pas justement ce pouvoir-là. Et c'est Karn qui a su trouver les mots pour convaincre le Primarque de devenir justement le chef de la 12e Légion. Il y avait tellement de respect entre les deux personnages que Karn est devenu l'écuyer personnel d'Angron, qu'il a suivi au cœur des combats, et voilà. Mais bien évidemment, c'est par lui aussi qui est arrivé, sont arrivés pour les clous du boucher, parce que il voulait tellement ressembler, il idolâtrait en fait Angron, il voulait tellement lui ressembler qu'il s'est dit la meilleure façon de lui ressembler, c'est de se rapprocher de lui le plus possible. Et donc c'est lui qui a demandé à avoir les clous du boucher. Et après les autres frères de la Légion, ayant vu justement ce que Karn avait entrepris, se sont dit qu'eux aussi devaient montrer leur loyauté et leur respect pour eux aussi se faire implanter les clous du boucher. Et là c'est ce qui a donné naissance après à la sauvagerie sans limite de Karn, mais qui reste en fait encore malgré tout le plus sauvage parmi tous les World Eaters. Alors on nous dit que certains, donc vraiment les héritiers de l'Hérésie d'Horus, qui se rappellent encore de Scalatrax, eh bien vouent une haine farouche envers Karn, parce que c'est lui qui a mis fin à l'unité justement des World Eaters, qui a brisé en fait la Légion, et eux cherchent à se venger de Karn. Mais à l'inverse, tous ceux qui sont beaucoup plus récents au sein des World Eaters, qui les ont rejoints beaucoup plus récemment, eh bien eux vouent une admiration sans borne à Karn, parce qu'il incarne la fureur la plus nette, enfin la plus pure du carnage. Et c'est cette image vraiment de parangon de violence qui les pousse à rejoindre la bande de Karn. Alors c'est assez facile de rejoindre la bande de Karn, c'est beaucoup plus difficile de la quitter sur ses pieds, parce que ce qui se passe, c'est que Karn est un tueur frénétique qui ne se soucie absolument pas de qui il va tuer, ça vous l'avez compris déjà depuis le début, mais là c'est à un tel point que même quand il a vaincu tous les adversaires, immanquablement, il ne peut pas s'arrêter et il va se retourner contre ses alliés, contre ceux qui lui ont permis d'avoir la victoire, et il ne s'arrête jamais. Ce qui se passe aussi, c'est que l'arme de Karn, c'est la carnassière. La carnassière, c'était l'arme qu'avait utilisée Angron à l'époque, quand il était encore primarque justement de la 12e Légion. Simplement, à un moment donné, cette arme a été détruite, mais contrairement aux autres World Eaters qui ne s'intéressent pas du tout au côté icône, matérialiste, eh bien Karn, lui, a demandé à ce qu'on récupère en fait la
carnassière et il a demandé à ce qu'on la reforge. Et au final, il la réutilise au combat. Et voilà, donc c'est une arme magnifique qui est faite avec des dents de Mika Dragon, les mâchoires du Mika Dragon originaire de Luther Mixintyr. Voilà, voilà pour ses origines. Et en fait, c'est le seul icône existant en fait chez les World Eaters. Donc bien entendu, ça attise et le respect et l'admiration et bien sûr l'envie. Et beaucoup de seigneurs de guerre se disent que s'ils sont capables de brandir la hache, la carnassière à la place de Karn, et bien forcément c'est qu'ils accéderont aussi à une certaine forme d'immortalité que Khorne sans doute les récompensera pour cela. Alors chose à noter, c'est que Karn, tout comme Angron, a cette capacité qu'on est... Alors pour les princes démons on l'explique, mais Karn n'est a priori pas un prince démon, pourtant, à chaque fois qu'il est terrassé, parce que oui, ça arrive, eh bien, il réapparaît invariablement sur un autre champ de bataille, accompagné de bandes de tueurs sanguinaires, de berserks de Khorne, et en fait, voilà, sans qu'on sache expliquer pourquoi, il n'est jamais vaincu, il apparaît toujours, donc voilà, après oui, on peut toujours se demander ce qui se passe exactement, mais bon voilà, ça fait partie de la magie un peu de l'univers de Warhammer 40 000, c'est le chouchou de Khorne, et puis il tue tellement que voilà, Khorne le garde au sein de lui, puis voilà, le ressuscite sans doute pour le remettre à un autre endroit, récupère la carnassière, ainsi de suite, donc voilà. Alors est-ce que la carnassière du coup, même l'équipement reste à l'endroit où il a été tué, ou alors est-ce que ça se téléporte, ça disparaît, on sait pas trop. Ta gueule, c'est magique. Alors pour finir avec les personnages, un peu moins connus parce que c'est une nouvelle figurine, c'est le seigneur Invocatus. Alors lui, sa grande particularité, c'est qu'il est monté sur un Juggernaut. Et en fait, il est lui-même une sorte de véhicule en fait du chaos parce que il vit à travers le warp en fait. Alors même si c'est un mix entre, on peut imaginer que c'est un prince démon, mais il est pas connoté comme étant prince démon, mais simplement chevauchant un démon, le Juggernaut qui est un démon. Donc voilà, je sais pas, je pense qu'il a, alors je sais pas, est-ce que pour vous est-ce que le seigneur Invocatus est un prince démon ou pas? Techniquement non, mais au final, étant donné qu'il a fait, qu'il l'utilise tout le temps, qu'il vit dans le warp, en fait, c'était la question que je m'étais posée au début. Je me dis, ah tiens, mais comment se fait-il qu'il puisse matérialiser tout le temps, en fait, un démon, savoir le Juggernaut? Puis après, je me dis, ouais, en fait, non, il vit dans le warp. Mais s'il vit dans le warp, c'est que quelque part, il doit être un peu démoniaque. En tout cas, chose très emblématique sur lui, c'est que quand il va arriver, c'est toujours une cicatrice béante qui s'ouvre dans le ciel et des flammes sortent. Et en fait, il y a un pont de flammes qui se matérialise de la cicatrice jusqu'au sol et qu'il chevauche avec toute sa bande, avec les véhicules. Donc, d'autres forces, en fait, qui sont... et d'ailleurs, ça répond en fait un peu à ma question qui était de se dire, est-ce que lui-même était un démon, est-ce qu'il fallait être un démon pour vivre dans le warp? Oui, non, parce que de toute façon, tous les autres, les tanks, les rhinos et Land Raiders qui suivent en fait sur ce pont de flammes, eux ne sont pas des démons. Donc voilà, ça répond à la question. Mais en fait, c'est extrêmement cinématographique et c'est vraiment, je pense... J'espère que quelqu'un l'a déjà fait en Army on Parade, ou en tout cas ça peut être une très très bonne idée, mais vous faites ce pont de feu où vous avez en fait toutes les forces des World Eaters qui sont en train de charger l'ennemi à travers ce pont de flammes. Voilà, ça peut être vraiment ultra sympa. Non, je pense qu'en fait l'auteur, quand il a créé ce personnage-là, il s'est inspiré des licornes et qu'à la place il s'est dit bah tiens on va faire un Juggernaut et qu'on va remplacer la corne par une arme tronçonneuse parce qu'il a une épée tronçonneuse comme corne en fait le Juggernaut. Ça voilà, c'est voilà. Et puis comme le pont arc-en-ciel, ça faisait pas très 45, on dit on va faire un pont de flammes, mais en fait c'est vraiment l'idée. Et puis vous avez des crânes de feu bien sûr qui tournent tout autour de lui. Alors ce qu'on nous dit c'est que il a atteint en fait cette sorte d'apothéose en tuant le démon Gorr et Gekor. Et en fait c'est en le tuant qu'il a réussi à récupérer son Juggernaut qui s'appelle Khal Gurut. Et que donc tout simplement, ce qu'il a utilisé aussi, c'est le crâne de l'ancien démon qu'il a transformé en fait en tant que casque. Et ce casque-là lui permet d'avoir une communion justement avec le Juggernaut pour pouvoir plus facilement le contrôler. Et puis ça lui donne aussi une capacité, c'est de pouvoir détecter la couardise, la peur, la malveillance. Alors on se dit mais pourquoi quelqu'un qui est un féodé à cornes comme ça aurait besoin de ça? Parce qu'en fait ça lui permet de détecter en fait les embuscades, parce qu'une embuscade est basée sur la malveillance en fait, même si vous êtes le gentil et que vous voulez tuer
le méchant, eh bien, c'est quand même malveillant de se cacher et puis d'essayer de tendre une embuscade. Et donc lui, grâce en fait au crâne de l'ancien démon qu'il a tué, dont il se sert maintenant comme home, eh bien, il peut sentir ces choses-là. Et souvent, on nous dit que rien que cette charge qu'il va faire en tombant du ciel sur ces arc-en-ciel de flammes, non, sur ces flammes, suffit en fait à briser l'adversaire, et souvent les armées partent en déroute tellement c'est impressionnant et inarrêtable. Bien sûr, il est au summum des compétences martiales, il a une hache qui a été forgée dans le warp et qui est la parfaite incarnation de la hache, parce qu'elle est extrêmement bien équilibrée, très tranchante, etc. Bon voilà, c'est la meilleure hache, mais pas autant que celle de Karn et pas autant que celle d'Angron, mais peut-être pas autant que celle de Logan Grimnar, on sait pas trop. Mais en tout cas, c'est une des meilleures haches de l'univers. Alors ça, c'était les 3 héros nommés. Maintenant, il y a tous les personnages de haut rang. Alors les seigneurs qu'on va trouver, donc on a les seigneurs classiques qui peuvent être montés aussi sur Juggernaut, donc c'est pas l'apanage simplement du seigneur invocateur, mais d'autres peuvent dompter un Juggernaut. Alors en fait, tout simplement, ce qui se passe, c'est que Khorne reconnaît leur valeur et va leur donner un Juggernaut. Mais le Juggernaut ne va pas se laisser dompter si facilement, et en fait, c'est une épreuve en soi de réussir à imposer sa volonté au Juggernaut. Et souvent, on a des seigneurs en devenir qui se font trucider par leur Juggernaut. Par contre, ceux qui réussissent, font montre d'un caractère et d'une force physique incroyable. Et c'est ce qui fait que les autres World Eaters vont les respecter suffisamment pour pouvoir justement les suivre. Parce que s'ils ont réussi à dompter un Juggernaut, c'est quand même que ils sont quand même au-dessus du lot. Alors bien sûr, je vous le disais, le but ultime des Seigneurs du Chaos, c'est de devenir prince démon, d'avoir l'apothéose. Pourquoi ? Parce que c'est l'accès à l'immortalité. Vous dépassez le statut de simple mortel et vous devenez un démon, un prince démon. Alors souvent, là aussi, c'est un chemin qui est très difficile à atteindre, étant donné que beaucoup cherchent justement l'apothéose, mais que beaucoup en fait vont simplement se retrouver affublés de mutations, et si leur prouesse martiale ne plaise pas assez à Khorne, au contraire, ils vont devenir des enfants du chaos, c'est-à-dire qu'ils vont se transformer, muter, leur âme va être aspirée, mais ils ne vont pas avoir ce statut de prince démon, mais simplement de enfants du chaos, de rejetons du chaos, qui vont simplement être sacrifiés, utilisés comme chair à canon, et c'est assez amusant de voir que déjà pour atteindre le statut de seigneur chez les World Eaters, c'est-à-dire qu'il faut être très 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 compétent, et que même sur ce moment-là, pour atteindre le statut de prince démon, il y a encore beaucoup qui vont échouer et qui vont partir dans la déchéance et être arrivés si près du but pour devenir rejeton du chaos. Mais c'est quelque chose qui justement aide les World Eaters tous les combattants justement à donner le meilleur d'eux-mêmes, parce qu'ils voient en fait ce que quelqu'un qui avait des talents incroyables est devenu. Donc c'est quand même un bel exemple. Après, on nous dit aussi que ceux qui accomplissent l'apothéose et deviennent princes démons, le payent très chèrement, parce qu'ils deviennent l'esclave éternel de Khorne. Alors sans doute c'est ce qu'ils cherchaient à faire, mais on peut se poser la question quand même toujours de cette récompense, de tous ces sacrifices pour obtenir quelque chose, et une fois qu'ils l'ont obtenu, c'est pas forcément la meilleure chose qui aurait pu leur arriver, parce que ils ont perdu leur liberté, et on peut raisonnablement imaginer que des seigneurs, des World Eaters ont envie même s'ils sont omnubilés par la tuerie, en fait, peut-être qu'une part d'eux en fait regrette de ne plus avoir leur libre arbitre et d'être simplement un jouet de corde. Mais bon, après, Voilà. Et puis après, on finit avec le maître des exécutions. Alors, le maître des exécutions, parmi tous les seigneurs en fait des World Eaters, c'est celui qui va choisir de n'exécuter et de décapiter uniquement les adversaires de plus grande valeur. Donc, certains parmi les World Eaters, leur but, c'est simplement de récolter le plus de crânes possible, peu importe d'où ils viennent. Et, je vous en ai déjà parlé, certains, au contraire, estiment que pour rendre honneur à Khorne, il faut décapiter uniquement les adversaires de grande valeur martiale.
mal. Donc ce sont les maîtres des exécutions, eux sont bien sûr extrêmement doués, hein, ce sont dans les combattants les plus doués à chaque fois. Bon, c'est normal, hein, on est sur les grands seigneurs, donc voilà, c'est normal. Et puis ce qu'on dit aussi, c'est qu'ils sont souvent accompagnés en fait par les berserks, parce qu'ils savent que là où va le maître des exécutions, eh bien c'est là où il y aura les combats les plus difficiles, et là où ils sont assurés d'être baignés dans le sang, dans la sauvagerie, et que Khorne souvent regarde un petit peu les maîtres des exécutions, parce que c'est eux qui apportent les plus beaux trophées, et que forcément, eh bien, ils peuvent peut-être se faire remarquer par le dieu, et puis peut-être avoir quelques petites mutations en plus, gravir comme ça les échelons au sein des World Eaters. Et puis voilà, puis ce qu'il faut retenir, c'est que on s'en doutait aussi, c'est que pour accéder au pouvoir, chaque promotion se fait au prix du sang, et que tout simplement, si vous voulez passer N+1, simplement faut tuer le N+1. Et si vous n'êtes pas capable de le faire, c'est que vous ne méritez pas sa place, et que si lui se fait tuer, eh bien c'est qu'il ne méritait pas non plus sa place, et que vous méritez plus sa place. Voilà, donc quelque chose qui ressemble vraiment un peu à ce qui se passe chez les orques, hein. Là, on a vraiment la même typologie en fait, c'est que le plus fort qui tape plus fort devient le chef. C'est pareil pour les World Eaters. Bon, on va descendre un petit peu en niveau de puissance, mais on va rester quand même sur des choses, vous allez voir, assez extrêmes. Donc c'est tous les possédés. Alors les possédés chez les World Eaters, en fait, ça passe par les chirurgiens berserk, eux qui font ce qu'on appelle l'octocage. L'octocage, c'est une sorte de sarcophage de torture qui facilite la possession démoniaque. Donc quand un berserker a envie d'atteindre des niveaux de souffrance supplémentaires et de pouvoir supplémentaires, bien entendu, c'est pour ça qu'ils y vont, ils rentrent dans ce sarcophage, et en fait, leur esprit en fait est envoyé dans le warp pour lutter et rencontrer des démons. Donc pourquoi octo? Parce que 8, c'est évidemment le chiffre de Khorne, donc ils vont rencontrer 8 démons, et ces démons vont à chaque fois combattre la présence psychique en fait du guerrier, et il doit triompher de chacun des 8 démons consécutivement. Donc bien sûr, comme ils se battent dans le warp, ils vont se battre sur des sommets de crâne en feu, dans des océans de sang, enfin tout ce qu'on peut imaginer de cauchemardesque, et s'ils réussissent à triompher, eh bien, ils vont être capables de ressortir du sarcophage, et en possédant au sein de leur corps 8 entités démoniaques. Il y a 8 démons, donc c'est un possédé qui est possédé 8 fois, ce qu'on appelle les octoliers. Alors bien sûr, on nous dit que la plupart des aspirants ne triomphent pas, donc tout simplement quand les chirurgiens berserk ouvrent le sarcophage, eh bien en fait on a des lambeaux de chair qui tombent, hein, qui sont découpés et qui tombent pour représenter le fait que le corps physique a été complètement broyé par le combat. Mais ceux qui survivent, voilà, sortent beaucoup plus forts, et c'est un combat évidemment après de tous les instants, parce que c'est pas parce qu'ils ont réussi à triompher de façon psychique des démons que les démons ont annihilé en fait leur volonté, et au contraire, après, tout au long de sa vie, qui sera sans doute assez courte, eh bien il va lutter contre les 8 entités démoniaques. Donc vous avez 9 personnalités qui sont en train de se battre pour le contrôle de l'enveloppe physique du berserker. Et voilà, bien sûr, seuls les plus valeureux peuvent résister, mais souvent ce qui se passe, c'est que ce combat les épuise, entre ça, la douleur des clous du boucher, qui est renforcée en plus avec les octocages, ils finissent par succomber, et puis un des démons va prendre l'ascendant, et puis le corps va se retrouver complètement disloqué. Maintenant, ce qui se passe aussi, c'est que certains possèdent une volonté telle qu'ils réussissent à dominer complètement les démons, et à réussir à trouver une sorte d'équilibre entre leur psychique et les entités démoniaques. Et c'est ce qu'on appelle les octoliers exaltés. Eux, en fait, ils réussissent à faire fusionner les différentes entités pour devenir une nouvelle entité, qui est le mélange, en fait, à part égale entre sa volonté propre et la volonté des démons, et réussir à lier même les démons entre eux, hein, parce que les démons entre eux luttent pour avoir le pouvoir, pour avoir le contrôle en fait sur le corps. Ils sont pas tous en train de lutter contre simplement la personnalité du World Eater, mais il y a aussi les 8 démons ensemble qui luttent les uns avec les autres pour s'auto-annihiler. Et là, on obtient quand même une synergie entre ces différents esprits. Et là, on a les plus puissants combattants, et ceux-là sont vraiment au summum de ce qu'on peut attendre. Ce ne sont plus des démons, ce ne sont plus des
des humains, enfin des post-humains, mais c'est une autre entité. Et puis après, il y a aussi les auxiliés, pas les octoliers, les auxiliés, eux, c'est encore différent. Ce qui se passe, c'est que parfois, quand vous allez justement dans l'octocage, eh bien vous n'allez pas rencontrer les 8 démons, mais vous allez rencontrer un buveur de sang, le buveur de sang qui est le démon suprême, l'incarnation suprême démoniaque de Khorne. Eh bien, c'est un combat qui n'est quasiment jamais relevé, jamais gagné. C'est-à-dire que souvent, quand vous rencontrez le buveur de sang, c'est lui qui triomphe de vous. Mais bien sûr, il arrive parfois qu'un champion particulièrement doué réussisse à battre le buveur de sang. Auquel cas, c'est le buveur de sang qui va le posséder, mais sans avoir le pouvoir sur le corps. Et c'est quelque chose qui, bien sûr, le rend fou de rage, parce que quand vous êtes un buveur de sang, après, vous vous retrouvez coincé dans la chair mortelle d'un Space Marine, c'est inacceptable. Mais le seigneur, c'est pas forcément un seigneur, mais ce combattant, en fait, possède suffisamment de puissance mentale pour astreindre le buveur de sang, et du coup ça lui permet d'avoir une force colossale. Et en fait on voit qu'il y a beaucoup de mutations qui apparaissent forcément une fois que vous êtes possédé, parce que les démons, quel que soit le stade, que vous soyez octolier, exalté ou auxilié, en fait ils cherchent à retrouver leur forme qu'ils avaient dans le Warp, et à essayer de modeler en fait la chair pour peut-être aussi essayer de faire plus de carnage, sûrement d'ailleurs pour faire plus de carnage. Et en fait on nous dit que les champions réussissent à choisir quelles sont les mutations qu'ils vont accepter ou pas. C'est-à-dire que si ils estiment que cette mutation-là n'est pas à leur avantage, ils ne vont pas l'accepter, ils vont réussir à garder leur corps tel quel, et si au contraire ils pensent que c'est une mutation qui va leur permettre de faire encore plus de massacres, d'être plus compétents martialement, eh bien ils vont l'accepter. Voilà. Et dernière chose, on nous dit que à la mort d'un auxilié, donc ceux qui sont possédés par un démon majeur, étant donné que le démon majeur est enfin libéré, il fait exploser le corps de l'auxilié, et que souvent quand vous êtes à côté, eh bien vous êtes consumé par cette explosion de viscères, de chaleur, de sang bouillonnant, et c'est la façon en fait pour le démon de tuer encore un maximum de monde avant d'être banni justement dans le Warp. Alors si on descend en dessous, on trouve les Berserkers de Khorne. Les Berserkers de Khorne, c'est quand même les plus emblématiques. C'est des figurines qu'on connaît depuis très longtemps. Moi, c'est si on pense Khorne, guerrier de Khorne, quand on pense à un Berserker, qui sont vraiment très reconnaissables. Alors toujours avec des épées tronçonneuses, des haches tronçonneuses, des pistolets bolteurs, ou de temps en temps, mais plus rarement, des pistolets plasma. Pas beaucoup plus d'équipement, parce qu'en fait, la seule façon de satisfaire les clous du boucher, encore une fois, c'est d'aller au corps à corps pour ressentir en fait toutes ces destructions. Et les armes tronçonneuses sont les plus efficaces, et puis les pistolets bolteurs sont aussi très utiles parce que on va les utiliser au corps à corps, et puis une fois qu'il n'y a plus de munitions, on va les utiliser comme des masses, et en fait souvent les berserkers détruisent comme ça en fait leur matériel, même si c'est un pistolet plasma ou quoi que ce soit, ils s'en fichent complètement. Ce qui compte pour eux, c'est de démembrer l'adversaire, de le décapiter, de le détruire. Donc peu importe l'utilisation des armes, même si même si on a un pistolet plasma millénaire, peu importe, on tape dessus, et qu'importe ce qui se passera sur l'armement. Après, de toute façon, j'ai envie de dire tout. Vous voyez exactement ce qu'il en est. Je vous ai déjà fait la description complète de ce que sont les World Eaters. Le Berserker de Khorne, c'est exactement ça en fait. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est obnubilé par la force physique, qui n'a envie que de trucider ce qu'il y a en face. Il n'a aucune volonté de pouvoir. Simplement, il veut tuer toujours plus. Et ce qui se passe, c'est que on devient champion quand on voit que justement le champion de la bande a un moment de faiblesse, on le trouve faible. Donc du coup, on va pas avoir envie simplement de prendre le pouvoir, mais on va avoir envie de le tuer parce qu'il incarne mal cette vision du guerrier parfait sans peur qui va offrir un maximum de trophées à Khorne. Petite chose quand même, on nous parle de la domination du feu. Survenue au cours du 38e millénaire, la domination du feu fut l'une des incursions les plus longues et les plus dévastatrices de l'Ange Rouge dans l'Imperium. Ça, je ne connaissais pas. À la tête de 50 000 berserks. Alors j'ai lu 40 fois. J'ai lu 40 fois. 50 000 berserks. 50 000. Et alors pour rappel,
un chapitre Space Marine, bon, c'est un peu moins vrai maintenant, c'est quelque chose qui disparaît en fait dans le lore, mais un chapitre, normalement, c'était 1000 combattants, voilà. Les légions, c'était bien plus, on est d'accord, donc on peut imaginer beaucoup plus, mais 50 000 c'est énorme. Enfin, 50 000. Parce qu'on se rappelle ce qui s'est passé. Alors, je sais pas, une légion, combien ça représentait d'individus, exactement. Mais quand même, bah, tu te dis, ok, même ne serait-ce que 10 000, ça commence à faire beaucoup. 50 000, tout en sachant qu'on se rappelle que les World Eaters, c'est ceux qui ont le plus morflé. Parce que ils ont morflé, ils étaient dans tous les combats de l'ère Isidorus. Sur le siège de Terra, ils étaient présents. Ils se sont fait chasser dans les cicatrices, dans la... Alors, pas dans les cicatrices Meditum, mais dans l'œil de la terreur à l'époque, parce que les cicatrices Meditum n'existaient pas à l'époque de l'ère Isidorus. Ils se sont fait détruire par les empereurs Children, ils se sont fractionnés avec Karn, et ils vont au combat sans se soucier jamais des pertes, parce que ce qui est encore une fois écrit là, c'est que la force unique des Berserkers, c'est de foncer quoi qu'il arrive et de compter sur le nombre, sur leur force martiale pour y arriver. Et étant donné qu'ils sont plongés en fait dans la tuerie, il n'y a aucun moment où ils vont prendre conscience que peut-être qu'ils vont mourir dans 2 mètres, donc on va reculer. Non, au contraire, ils vont foncer quoi qu'il arrive. Et si ça passe, ça passe. Si ça passe pas, ça passe pas. Mais il y a tellement de pertes chez les World Eaters que réussir à trouver 50 000 Berserkers, je sais pas, je trouve que le chiffre, enfin je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez, mais si tu réussis à rassembler 50 000 Berserkers, ça me paraît complètement démesuré. Surtout qu'après, alors après on continue un petit peu, et on nous dit, il a fallu 4 chapitres entiers de Space Marine, 4000. Donc il a fallu 4000 Space Marines, oh là là, 2 légions titaniques. Alors les légions titaniques, après ça dépend de leur taille, mais après on peut imaginer que c'est les titans qui ont tout fait, hein. Et plus de 30 régiments de l'Astra Militarum, bon ça aussi, ça représente quand même une puissance de feu conséquente pour justement éradiquer tout ça, quoi. Et tu te fais, alors attends, d'un côté on a 50 000 Berserkers et de l'autre côté on a 4 chapitres entiers, ouais, 4000, 50 000, 4000... Bon ok, d'un côté il y avait Angron aussi, bah ouais ça pèse lourd, hein, parce que c'était Angron qui menait cette force de Berserker, mais j'avoue que ça m'a fait tilter, bon, je sais pas trop, mais après souvent dans les différentes parutions il y a toujours des chiffres qui tiennent pas la route les uns avec les autres, c'est-à-dire qu'à un moment donné beaucoup ça va être 1000 et puis à un autre moment beaucoup c'est 50 000, tu vois, donc bon c'est toujours un peu déstabilisant quand on cherche à travers toutes les publications à trouver une sorte de justesse en fait, hein. Voilà, j'imagine les gars qui aiment vraiment le côté très juste, hein, vous voyez, un vrai historien, enfin quelqu'un qui est vraiment qui adore l'histoire et qui veut les vraies valeurs, les vrais chiffres. Pour lui un chiffre c'est un chiffre. Là je pense que dans tout ce lore mélangé c'est un peu compliqué de s'y retrouver. C'est ce que je me dis, peut-être que moi qui aime bien justement un peu la justesse des choses, savoir combien ils étaient exactement les World Eaters à la base, ça dépend de l'époque, mais combien si là on te dit oui mais après ils sont 50 000, tu fais attends 50 000 avec toutes les pertes qu'ils ont eues, ils étaient 100 000, ils étaient 1 million, quoi. Enfin, c'était... Bon, voilà. Or, dorénavant, maintenant, on a beaucoup de cultistes qui accompagnent les armées de World Eater. À la base, c'est vrai que c'était une armée, il y a de ça longtemps, en termes de jeu, qui était purement centré sur les Berserkers. Là, maintenant, on a beaucoup de cultistes. Et les cultistes, donc les premiers sont les Chakals. Les Chakals, c'est tout simplement des cultistes qui sont voués à Khorne. Alors, parfois, ça arrive involontairement, c'est-à-dire que ce sont des gens qui doivent défendre leurs biens, leur foyer contre les agressions. Et en fait, ils prennent goût à cette violence. Ça peut arriver aussi sur les forces impériales. Donc, on a vraiment des exemples de forces impériales, enfin en tout cas de combattants impériaux qui sont attirés par cette soif ou qui perdent le sens commun et qui passent du côté de Khorne, et eux vont rejoindre bien évidemment les bandes des World Eaters. Alors quand ils passent par là, je sais pas, il y a un taxi peut-être, est-ce que tu peux m'emmener à l'endroit où il y en a les World Eaters les plus près? En fait non, c'est toujours ce côté-là. Après on peut imaginer plutôt comment ça pourrait se passer, c'est que les World Eaters arrivent sur une planète, ils massacrent tout, et en fait certains
voyant ce massacre, pètent les plombs et puis les suivent en fait, se scarifient avec des symboles de cornes, etc. Pour voilà, et ils sont acceptés a priori pour les World Eaters. En tout cas, les World Eaters les utilisent, même s'ils ne les considèrent pas, ils les utilisent quand même. Donc vous voyez, il y a quand même ce côté, on se rend compte que c'est quand même un peu utile. Ils les utilisent comme chair à canon, tout simplement. Ils sont emmenés devant en première ligne pour voilà. Mais vous voyez, même encore cette notion, je trouve qu'elle n'est pas représentative de ce qu'est un World Eater. Un World Eater, à mon avis, il n'y a aucun moment où ça lui viendrait à l'esprit de dire tiens, je vais utiliser ces êtres inférieurs, ou peu importe qui ils sont, peu importe comment je les considère, mais je vais utiliser, enfin quoique, et encore, c'est encore pire s'ils considèrent que ce sont des êtres inférieurs. Je vais utiliser ces êtres inférieurs pour me faciliter le travail. Parce que c'est ça ce qui se passe, c'est que les chacals, ils sont là, ils sont envoyés comme chair à canon. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire donner à manger au canon, aux armes en face, pour les noyer un petit peu, et puis après arriver au corps à corps. Et en fait, ça, c'est une stratégie. Et la stratégie ne scie pas en fait au World Eater. Vous voyez, on peut pas dire ils s'en fichent de la stratégie. Eux, la seule chose qui compte, c'est de foncer et d'aller. Alors, choisir ses adversaires, ça, ok. C'est-à-dire, comme on explique sur Engrand, savoir que tel endroit, c'est là où il y a les têtes pensantes, tel endroit, c'est là où il y a l'artillerie, donc c'est là où on va attaquer au corps à corps. Oui, mais se dire, je vais utiliser les chacals dans un premier temps pour me faciliter le travail, puisque c'est bien de ça qu'il s'agit, c'est de se faciliter le travail. Je trouve que ça ne va pas du tout avec l'esprit des berserkers qui doivent aller à fond au corps à corps, etc. Et que autant s'ils les accompagnaient, vous voyez, mais cette notion dont on va les utiliser, il y a quelque chose pour moi qui cloche un petit peu. En fait, c'est tout ce côté, une fois qu'on a décrit les World Eaters comme étant des grands fanatiques, des grands malades qui sont prêts à tout tuer, c'est un peu compliqué d'imaginer déjà comment ils vivent en dehors des batailles. Alors, on nous dit que oui, certes, ils vont chamailler entre eux et puis il y aura des tueries, mais en fait, dans l'idée, ça devrait être tout le temps le cas, ça devrait être une orgie de violence sans fin, et la bataille prend fin quand il reste un seul World Eater. Sinon, ils se sont tous entretués. Et en fait, le fait d'entretenir en fait les chacals qui sont en plus emmenés sur les vaisseaux, dans les cales des soutes des vaisseaux, c'est... Alors, je trouve que c'est sympa en termes d'armée, d'accord, hein, c'est sympa d'avoir plus de figurines, d'avoir un peu plus de variété, d'avoir un peu plus de choix tactiques quand on joue, mais dans le lore, on nous présente tellement les berserkers comme des tueurs sanguinaires que rendre le combat plus simple en envoyant les chacals d'abord, pour moi, ça colle pas. Bon, peu importe. En tout cas, les chacals, ensuite, on a les munificents. Donc, les munificents, ce sont des chacals qui ont vu un peu, enfin, qui ont été plus proches des World Eaters et qui ont vu justement les sanguinaires apparaître suite aux tueries qui étaient perpétrées. Et en fait, ils sont tombés en adoration devant les sanguinaires qui sont l'incarnation démoniaque de Khorne. Et en fait, ils veulent leur ressembler. Donc, ils idolâtrent en fait les sanguinaires. Et ce qu'ils vont faire souvent, c'est, le plupart du temps, se couper en fait des membres et les remplacer par des prothèses mécaniques pour tuer encore plus et pour ressembler le plus possible aux sanguinaires. Donc souvent, ils se coupent les jambes pour essayer d'avoir justement ce côté avec des pieds qui ressemblent aux pieds des sanguinaires. Et voilà, eux, on nous dit que, c'est encore un peu plus loin, on nous dit que eux, justement, étant donné qu'ils sont un peu plus compétents, les World Eaters vont les utiliser comme des troupes d'éclaireurs. Je vous lis, hein. Contrairement aux chacals dont le destin est de finir en char à canon, les munificents jouent un rôle particulier dans les bandes de leurs maîtres. Ils devancent leurs alliés et servent d'éclaireurs et de tirailleurs, perturbant les défenses ennemies avec l'assaut principal des World Eaters. Est-ce que vraiment, quand tu as un World Eater qui veut plaire à Khorne, tu vas dire « Ah tiens, on va détourner l'attention des gars en face pour que le combat soit plus facile. » moi je trouve que là-dessus, ça colle pas trop. Mais bon, en tout cas, encore une fois, voilà. Ça permet d'avoir de la variété. Mais c'est toujours ça le problème dans le lore quand on en fait un peu trop. C'est des fanatiques tellement qu'ils se tuent les uns et les autres. Oui, mais alors dans ce cas-là, dans chacune des batailles, soit ils sont tous morts parce que l'ennemi les a tués, soit ils ont gagné, mais ils se tuent entre eux et il leur reste qu'un seul à la fin. Vous voyez ? Donc voilà, bon, allez, on passe.
Une unité emblématique maintenant, c'est le Seigneur des crânes. Donc c'est cette grande entité mécanique voilà, qui était sortie à l'époque où Games prenait plaisir à nous sortir des gros kits. C'était à l'époque Forge World, c'était à l'époque où on avait des titans, ce genre de choses. Voilà. Maintenant c'est quelque chose qui a un peu disparu, mais étant donné que ce kit existe, et ben voilà, on a cette machine démon. Sachant que oui, pour ceux qui se rappellent, chez Forge World, il y avait aussi le Scorpion. Et les Scorpions de Khorne étaient vraiment magnifiques comme figurines. C'est dommage. Que voilà, ils soient pas ressortis en plastique et que Games continue pas à sortir des gros kits comme ça pour se faire plaisir. En tout cas, moi j'aimais beaucoup. Ce qui peut aussi faire regretter que pour les autres factions démoniaques, enfin ou pour les autres entités, on n'ait pas aussi d'autres machines et que c'est un peu Khorne qui se gave avec tout. Mais en tout cas, voilà, le Seigneur des crânes, c'est tout simplement une construction du Mechanicum noir. Ce qui doit se passer, c'est que vous devez absolument lier une entité démoniaque et pas n'importe laquelle, un buveur de sang. Là aussi, les buveurs de sang, ce sont les plus grands généraux de Khorne, donc forcément c'est très 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 difficile d'en invoquer un, et une fois qu'on l'a invoqué, en plus de le lier à la machine, c'est vraiment compliqué. Ce qui se passe, c'est que même quand il est lié à la machine et que vous avez le Seigneur des crânes qui s'éveille, eh bien il faut pouvoir le contrôler, parce que bien sûr le démon majeur n'a pas envie de simplement être un jouet, et en plus n'a pas envie d'être enfermé dans cette armature, donc souvent, eh bien voilà, le Seigneur de crâne défonce tout autour de lui et puis voilà, s'enfuit en essayant de causer un maximum de massacres. Par contre, eh bien, on nous dit que certains comprennent l'intérêt d'être matérialisés. Et en fait, ils voient ça comme une sorte d'armure qui leur permet d'avoir une présence physique dans le monde physique, justement, pour pouvoir perpétuer des massacres sans fin. Parce que sinon, en fait, ils doivent être invoqués. Et s'ils ne sont pas invoqués, ils ne peuvent pas les massacrer, les mortels. Alors que là, étant donné qu'ils sont tout le temps sous une forme physique, ils peuvent incarner, ils peuvent détruire autant de mortels qu'ils veulent. Donc ils vont accepter en fait cet état de fait comme étant plutôt une chance de pouvoir faire encore plus de carnage. Après, on nous dit que souvent ce sont des idoles pour les cultistes. Les cultistes vont les suivre, et à chaque mouvement de hache, chaque décapitation, chaque envolée de crâne, parce qu'en fait les armes principales, c'est vraiment les canons à crâne, qui vont balancer des crânes sur les adversaires et les faire exploser, ou alors cette hache, ce fendoir immense qui, nous dit-on, alors moi ça me plaît pas, mais capable de découper des véhicules super lourds, ok, pourquoi pas, trancher les genoux des harnois des chevaliers, oui bien sûr, ou décapiter un gracieux titan fantôme Eldar. Décapiter un titan fantôme. Ça, je demande à voir quand même. Ça, je demande quand même à voir. Parce que si vous mettez... Je sais pas si je trouverai... Je pense pas que je trouverai une photo. Mais si vous mettez l'échelle d'un titan fantôme et un seigneur qui est bien, mais qui est... Voilà. Je vois mal comment il va le décapiter. Surtout que le titan fantôme, en général, avec ses armes pulsars, là, tu vas te gérer ça, ou ses canons fantômes, là, il va te gérer ça à distance. Il va pas aller se battre au corps à corps contre un seigneur des crânes, et que même s'il y va, je pense pas que le seigneur des crânes, il puisse décapiter le... Mais bon... Voilà, on voulait une cible de choix. Voilà, on a pris le titan le plus grand chez les Eldar, et puis on le décapite comme ça. Mais non, moi, c'est pas du respect pour le peuple Eldar, c'est pas du respect. Alors, faut quand même parler de l'équipement des World Eaters. Donc, on a bien sûr, l'équipement, on va aller sur les armures, les véhicules. Donc, les armures Terminator. Alors, les armures Terminator, elles sont le symbole de puissance, sont les armures les plus puissantes, sont celles qui permettent aussi d'aller le plus facilement au corps à corps. Pourquoi ? Parce que les combattants sont directement téléportés au corps à corps. Donc, ils risquent pas de perdre du temps à marcher et de pas atteindre en fait les lignes adverses. Là, vous êtes directement au cœur du combat. En plus, vous avez les armes les plus efficaces, des grandes haches tronçonneuses, des griffes éclairs, ce genre de choses. Donc, il y a vraiment moyen de s'adonner à beaucoup de violence. Alors, le problème des armures Terminator, c'est que elles sont très rares, même si elles étaient bien prisées à l'époque de la 12e Légion. Elles sont assez rares, et leurs porteurs, sont la cible je trouve pas le terme, de toutes les convoitises en fait de leurs frères de la Légion, parce que forcément, étant donné qu'il y a peu d'armures Terminator, ceux qui en ont, ça serait bien de la récupérer. Donc forcément, ils doivent aussi préserver en fait ce gain
qui souvent a été récupéré d'un autre guerrier avant eux. Donc voilà, les armures Terminator, c'est et un bonus et un malus, mais en même temps, ça vous met toujours dans le conflit, ça vous donne toujours des occasions de massacrer. Et si c'est un frère si c'est un frère World Eater, écoute, tant mieux. Au contraire, c'est un bon combattant, donc ça met à l'épreuve vos compétences, donc c'est très bien. On nous dit aussi que, étant donné que maintenant ils ont beaucoup de difficultés à recréer les choses, les armures Terminator sont très disparates parce que vous avez beaucoup d'armures Terminator qui viennent de l'époque Indomitus et qui viennent de l'Imperium. Donc on est des armures Terminator de l'Imperium maintenant qui sont perverties par le chaos, donc en rajoutant des ornementations, des mutations forcément qui vont intervenir. Enfin voilà. Après, au niveau des véhicules, alors le véhicule emblématique, c'est le Rhino, les charges de Rhino, de Berserker. Ça, c'est quelque chose que certains doivent revoir. Moi, je revois encore des batailles que j'ai fait où on avait les charges de Rhino avec les Berserkers quand on sortait. Et bien, voilà, là, on dit que les Rhino, c'est justement très privilégié parce que ce sont les véhicules les plus simples aussi à entretenir. Étant donné que les World Eaters, encore une fois, entretiennent très mal leur matériel, il faut quelque chose d'extrêmement robuste, de facile à réparer, qui ne demande pas beaucoup de compétences, et les Rhino, c'est exactement ça. Alors souvent ce qui se passe, c'est que les World Eaters, ils vont rajouter beaucoup de pics sur leur véhicule, de lames de faux, ce genre de choses. Alors c'est vrai que je vous avoue que depuis une bonne trentaine d'années que je fais du 40K, moi j'ai toujours vu le côté KO avec tu rajoutes des pointes pour faire un peu violent, mais j'avais jamais capté que le but c'était aussi de pouvoir combattre au corps à corps avec un Rhino ou un véhicule, et c'est pour ça aussi que les World Eaters mettaient plein de pointes sur leur véhicule. C'est parce que comme ils étaient tous fanatiques et qu'ils voulaient absolument tout découper, ils allaient foncer et pouvoir au lieu de simplement rouler et écraser, mettre des coups de pique, des coups de pointe, des choses comme ça, et c'est vrai que là ça prend en fait tout son sens, parce que c'est vrai que si c'était juste dire je mets des pics pour faire chaotique, tu vois, genre en mode en mode look simplement, tu vois, en mode j'ai des fringues avec des pics parce que je suis rebelle, tu vois. Là il y a vraiment ce côté non, il me faut des armes, et en fait j'avais pas pris conscience de ça. Alors autre chose, le Land Raider du chaos. Alors ça c'est vraiment la masterpiece, la pièce que toutes les bandes de World Eater veulent récupérer. Pourquoi ? Parce que ce sont les engins les plus endurants, les plus résistants, et eux aussi ont un esprit de la machine, et souvent un esprit de la machine qui se retrouve corrompu, voire possédé par un démon, et qui va avoir envie de causer aussi le plus de carnage, le plus de morts. Donc là on va avoir alors on nous dit que à l'époque justement sur Scalatrax, c'est-à-dire c'est le moment où la Légion en fait s'est scindée, et bien les Land Raiders étaient le sujet de convoitise principal avec les vaisseaux spatiaux, parce que bien évidemment il fallait déjà partir de Scalatrax et puis avoir un peu d'équipement pour emmener justement les bandes au combat, et ils savaient tous que les Land Raiders c'était extrêmement précieux. Donc il y a eu beaucoup de combats de bandes sur Scalatrax pour récupérer un maximum en fait de Land Raider. Alors on nous parle aussi du Predator assez emblématique. Alors le Predator, je trouve que en effet on le comprend tous, il a moins sa place dans les bandes de World Eater. Maintenant oui forcément en termes de jeu c'est quand même bien d'avoir un petit peu de soutien véhicule avec des armes, etc. Mais c'est vrai qu'il a un peu moins sa place, et on nous décrit que souvent les pilotes en fait des Predators ils passent tellement de temps assis dans leur Predator qu'ils finissent par muter et fusionner avec la machine. Donc leurs bras fusionnent avec les armements, etc. Aussi pour qu'ils puissent ressentir le corps du Predator, enfin le blindage du Predator comme étant leur peau, et en fait à chaque fois qu'il y a justement des impacts, des choses comme ça, ils ressentent comme si c'était eux-mêmes qui la subissaient, et ça leur permet de décupler leur rage. Ils ont besoin de cette rage là, mais vous imaginez quand vous avez les clous du boucher et puis qu'il faut piloter et viser à distance, pas facile, et c'est pour ça qu'on dit que souvent les pilotes de Predator eux aussi ils mettent beaucoup de faux, de pics et puis de lames de bulldozer, avec leur but c'est d'écraser aussi et d'aller au corps à corps. Alors bien sûr ils sont contents de détruire avec des coups de canon laser ou des coups d'autocanon, mais forcément ils veulent le faire au corps à corps, donc souvent les Prédateurs du chaos sont équipés pour pouvoir en plus défoncer les pièges à chars pour se rapprocher et être au corps à corps. Et vous avez sans doute le Predator qui est pas du tout utilisé comme une sorte d'artillerie en étant assez loin et en faisant des tirs sur les grosses cibles, mais vraiment en fonçant au corps à corps pour démembrer un maximum de gens.
Alors une partie assez importante des forces des World Eaters sont constituées par les machines démoniaques. Alors il y a beaucoup de machines démons au fur et à mesure des sorties. Alors la première, la plus emblématique, c'est justement le Meta Brutus, donc le Dreadnought du chaos. Lui, son lore est vraiment très très bon parce que ça a toujours été le cas et je me rappelle, quand on pense, et quand on joue depuis longtemps et quand on pense le Dreadnought du chaos, on pense que c'est le plus fou furieux. Et en fait, là dans le codex, c'est vrai que depuis le début, tout le monde est fou furieux, tout le monde est un psychopathe en puissance, mais le Meta Brutus, lui, vraiment, ça a toujours été le cas, et quelle que soit en fait la force du chaos qui l'employait, le Dread du chaos, donc Meta Brutus en l'occurrence, il a toujours été fou, et en fait il avait une règle qui lui faisait tirer sur ses potes, etc. Et là on a toujours cette même chose. Alors on nous explique pourquoi, contrairement au chapitre loyaliste où quand on passe dans un sarcophage de Dreadnought, c'est parce qu'on est un grand guerrier qui est tombé au champ de bataille, et en fait on peut pas le sauver physiquement, mais on peut lui permettre de servir encore un petit peu et de transmettre son savoir, donc il y a ce côté aboutissement en fait. Là, pour le chaos, c'est plus une punition. C'est-à-dire que si vous avez été pris à être peureux, à vous enfuir chez les World Eaters, c'est possible aussi, eh bien, la punition, c'est de vous enfermer dans un sarcophage de Meta Brutus. Donc, le problème, c'est qu'une fois que vous êtes enfermé dans ce sarcophage, eh bien, tant que vous ne combattez pas, eh bien, il peut se passer plusieurs semaines, plusieurs mois, voire des années, où le sarcophage est juste déconnecté et où le berserker qui est à l'intérieur, et il n'a aucun stimulus, parce que ses sens en fait sont déconnectés, il est à l'intérieur du sarcophage, donc il est dans le noir, dans le silence, il n'entend rien, il voit rien, et il est juste seul avec les clous du boucher, bam, 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 qu'il martèle pendant des mois, des années, et ça le rend complètement fou. Et là, en termes de lore, je pense qu'on est sur une des figurines où le lore correspond vraiment le plus, et où dès que vous le remettez dans son châssis et que vous ouvrez les portes, et il laisse libre cours à sa rage, et voilà. Donc ça, c'est le Meta Brutus. Ensuite, vous avez le Profanateur, donc qui s'appelait avant le Defiler, donc l'espèce de crabe avec le gros canon. Alors là, il n'y a pas beaucoup de lore dessus. Ce qu'on sait, voilà, c'est que c'est une machine démoniaque qui porte un gros canon, qui a des grosses pinces pour tout déchiqueter, et qui est possédée par un démon. Et puis elle aussi, comme le démon se retrouve enfermé, ça c'est un thème qu'on a beaucoup sur le codex, forcément dès qu'on le libère, il va laisser libre cours à sa colère. Donc on a le sentiment en fait qu'il est moins fou que le Meta Brutus. C'est voilà, donc à savoir que les démons supportent mieux la solitude et l'enfermement plutôt que les Meta Brutus. Mais voilà. Ensuite on a Feros Centaurus et Feros Cerberus. Donc là le Feros Cerberus, c'est celui qui est en mode chien, celui qui n'a pas d'armes, celui qui va courir pour aller déchiqueter les forteresses. Alors, lui, son but, c'est ça. C'est si les World Eaters s'aperçoivent que y a quand même beaucoup de murailles, qu'il va falloir défoncer des murs, eh bien, au lieu d'y aller avec leur hache tronçonneuse, ils envoient les Feros Cerberus. Eux, avec leurs griffes, ils arrivent à détruire le ferro-béton et puis à aller à l'intérieur pour ouvrir le champ pour que les berserkers aillent derrière plonger. Et puis après, c'est une machine qui colle bien avec Khorne parce qu'on a ce côté très bestial, le sort de gros chien du chaos, voilà, ça marche très bien. Et après, on a le Feros Centaurus, et qui lui, pour le coup, est assez intéressant parce que lui, il est équipé avec des armes de tir. Et on nous l'explique, et ça c'est bien, ça me plaît bien en termes de lore, c'est que les berserkers, eux, ils foncent au corps à corps, donc il manque souvent tout le temps de puissance de feu. Et le Feros Centaurus, il est justement là pour ça. Et vous voyez, là ça colle bien. Autant les prédateurs du chaos, c'est pas terrible, autant les Feros Centaurus, de prédateurs de Khorne, je voulais dire, des World Eaters, autant les Feros Centaurus chez les World Eaters, là c'est top, parce que comme c'est pas eux qui sont soumis à cette soif de sang qu'ont les berserkers, eh bien eux peuvent se faire plaisir avec leurs armes d'à distance. Donc pilonner l'adversaire avec soit les autocanons Hades, soit les ectoplasmas. Voilà, donc là, vous voyez, ça c'est assez cohérent. Là, on manque de puissance de feu, donc on a les Feros Centaurus. Ça me paraît beaucoup plus cohérent plutôt que de dire, ok, mais on a quand même des prédateurs pour tirer au loin, mais ça correspond pas trop aux berserkers. Là, comme c'est pas les berserkers qui le contrôlent, et du coup, ça tombe très bien. Et puis dernier, c'est le Meta Drake. Le Meta Drake, du coup, c'est une sorte de dragon démoniaque. Alors, c'est tous les vaisseaux, en fait, tous les chasseurs qui avant étaient pilotés par des Space Marines, qui, en passant dans le côté obscur avec le warp, etc.,
mute, et en fait le corps du pilote fusionne avec la machine, fusionne avec des petits esprits démoniaques qui passent par là, et vous vous retrouvez avec une machine qui n'a plus rien à voir avec l'avion de chasse ou le vaisseau de chasse qu'il y avait avant, et le pilote qu'il y avait avant. Donc le pilote bien sûr ne peut plus communiquer, il est soumis en fait à tout sous les appareillages de la machine, simplement pour voir ce qui se passe à l'extérieur. Donc c'est pareil, ça rend toujours un petit peu fou. Ce qui est assez sympa, c'est qu'on nous décrit que quand ils voyagent à travers le warp sur les vaisseaux, eh bien ils viennent se coller aux parois des vaisseaux, et puis ils creusent en fait à l'intérieur des vaisseaux pour essayer de récupérer l'énergie pour se nourrir, et dès que le vaisseau arrive en orbite, eh bien ils se détachent, hop, comme des chauves-souris, et puis ils tombent pour aller attaquer. Et c'est assez amusant, c'est assez cohérent. Donc voilà, sur les machines infernales, ça c'est plutôt sympa, c'était un bon passage. Et on va finir avec les démons. Alors dans les démons, vous avez le démon le plus classique, c'est le sanguinaire de corne, sanguinaire que vous connaissez bien, pas de magie pour lui, bien sûr, évidemment, aucun des démons de corne va faire de la magie puisqu'ils abhorrent la magie. Ils vont compter uniquement sur leur capacité martiale, sur leur lame infernale qui est très puissante, qui découpe tout, bien évidemment, et puis ils sont immanquablement attirés dès qu'il y a un petit peu de violence, ils écoutent, ils goûtent un peu le sang qu'il peut y avoir dans l'univers réel, et dès qu'il y en a suffisamment, vous pouvez avoir quelques sanguinaires qui apparaissent pour justement se livrer au massacre. Alors ensuite, certains sanguinaires, ceux qui sont extrêmement compétents et qui déploient des trésors de violence, peuvent monter sur des juggernauts. Les juggernauts de corne, on l'a vu pour les seigneurs du chaos, c'est aussi possible pour les sanguinaires, donc ça s'appelle les écarisseurs. Les écarisseurs, c'est l'alliance entre un juggernaut de corne et dessus un sanguinaire. Donc c'est bien sûr, là on a un peu la même chose, c'est-à-dire que seuls certains ne se font pas manger par leur monture, ne se font pas démembrer par leur monture, mais s'ils y réussissent, eh bien, ils atteignent des sommets de compétences martiales, encore une fois, toujours plus. Mais bon, là, voilà, on comprend bien l'alliance des deux. Et puis ensuite, on a les molosses de corne. Donc les molosses de corne, eux, ce sont les chiens qui sont lâchés, nous dit-on, même encore avant que les cultistes soient envoyés. Donc après, on peut se poser la question de pourquoi on réussit à invoquer en fait des démons de corne, les molosses de corne, avant qu'il y ait eu le massacre, parce que si on n'a pas encore envoyé les cultistes, c'est qu'il n'y a pas encore eu le massacre, mais bon, imaginons avec des rituels, des sacrifices, on envoie ces chiens-là. Capacité de ces chiens-là, c'est qu'ils ont tous un collier de cornes qui, dit-on, est fait à partir de sang de psycheurs et de sang de psycheurs bouilli. Bah oui, c'est meilleur bouilli pour garder toute la saveur. Et en fait, c'est un collier qui les protège des pouvoirs psychiques. Donc dès qu'il y a un pouvoir psychique qui est lancé près d'eux, bien le collier va absorber ce pouvoir et va aller complètement les immuniser. Après, il partage aussi la haine envers les psycheurs, et c'est ce qui fait que souvent on les envoie pour aller déloger des psycheurs, et naturellement ils vont se presser pour le croquer. Et puis enfin, on termine avec le buveur de sang, notre démon majeur, le buveur de sang emblématique, ça a toujours été le démon. Si souvent dans Warhammer 40 000 on cherchait quelle est la créature la plus violente, la plus dangereuse, la plus apte au combat, et ben avant qu'il y ait l'histoire des Primarques, il y avait quand même les buveurs de sang. Et les buveurs de sang, voilà, c'est la rage de corne incarnée. Voilà. Alors, les buveurs de sang, la particularité, c'est que eux, mais je pense pas que ce soit le cas des sanguinaires non plus, n'obéissent pas, nous dit-on, au World Eater. C'est-à-dire que s'ils apparaissent, c'est parce qu'il y a eu des sacrifices ou suffisamment de violence, ils viennent prêter main forte, mais à aucun moment ils vont obéir en fait à un seigneur du chaos. Je pense que c'est la même chose pour les sanguinaires, je vois pas les World Eaters donner des ordres plus ou moins aux sanguinaires. Et puis ce qu'on nous rappelle aussi, c'est que le buveur de sang, il a une soif de sang qui ne peut pas s'éteindre, et forcément une fois que la bataille est terminée, eh bien voilà, il reste les berserkers à croquer, donc il va aller croquer les World Eaters. Donc il faut bien se méfier quand on fait appel à un buveur de sang. Et toute fin, Skarbrand, l'exilé, qui est la personnalisation de la rage des buveurs de sang. Donc, dans un premier temps, il s'appelait le roi des buveurs de sang, parce que c'était le seigneur de l'incarnation la plus totale de Khorne, autrement que lui-même. Et en fait, à tel point que Tzeentch, ayant senti en fait ce pouvoir assez grand, a décidé de lui suggérer l'idée que peut-être que Khorne apprécierait justement un combat avec lui, parce que c'était le plus grand
grand combattant de toutes les forces de Khorne. Donc peut-être que voilà, c'était le but, c'était dans le savoir de Khorne d'affronter en fait les siens. Et donc Skarbrand a pris ses 2 haches et s'est attaqué directement à Khorne. Alors évidemment Khorne s'y avait pas plu. Évidemment Skarbrand il n'a rien pu faire. Alors il s'est fait vaporiser. Je me rappelle il y avait une description, je sais plus dans quel codex c'était, mais où on expliquait que simplement d'un revers Khorne l'avait balayé à travers la galaxie et que il avait été projeté comme ça sur des années-lumière et puis c'est pour ça qu'il a perdu ses ailes en fait. Vous voyez ses ailes, quand vous voyez les figurines, ses ailes sont brûlées, détruites, c'est parce que justement il a attaqué Khorne et que Khorne lui a brûlé les ailes, tac. Et depuis ce temps-là, en fait son esprit a été aussi consumé et en fait maintenant c'est juste un avatar de rage et il se bat en essayant alors il sait qu'il n'obtiendra jamais le pardon de Khorne parce que Khorne est sans pitié, donc quelles que soient les atrocités et les litres et les océans de sang qu'il va pouvoir donner à Khorne, eh bien Khorne ne lui pardonnera jamais sa trahison, même si moi j'aime cette idée justement de dire que Khorne aime le massacre et que justement un de ces buveurs de sang qui a osé lever la main sur lui, au contraire il aurait pu apprécier et dire voilà le plus courageux de mes suivants parce qu'il a osé m'affronter alors que je suis la rage incarnée. Enfin, je pense que Khorne quand même aurait pu peut-être le récompenser plutôt que le punir justement d'avoir eu autant de courage alors que justement c'est quelque chose qui est tout ce qui est couardise c'est vraiment détesté par Khorne et là justement c'est la preuve ultime du courage. Voilà. Bon, de la folie comme quoi hein, on a des idées. Khorne il a des idées mais il est un petit peu il se sent trahi quand même, donc il a des je sais pas comment dire ça mais vous voyez c'est un sentiment. Si Khorne incarne la rage ultime et la soif de combat, et bien justement en fait il aurait dû plutôt élever encore Skarbrand. En tout cas depuis Skarbrand à la tête de différentes bandes et puis continue à se battre. Ce qui s'est battu contre Robout Gilliman, on sait que il a croisé le fer avec énormément de monde et puis qu'il est encore là, toujours prêt à se battre et même quand il est banni de toute façon c'est un peu pareil, c'est un peu le système un peu avec Karn, c'est la même chose. En gros évidemment c'est la même chose, même s'ils sont bannis, ils continuent à se battre inlassablement. Et voilà, on s'arrête là pour le codex World Eater, donc codex qui détaille plutôt vraiment les unités. Alors il y a des petites choses qui sont assez sympas, qui sont remis un petit peu au goût du jour. On a la réactualisation des choses avec justement le combat avec Lionel Johnson, entre Angron et Lionel Johnson, mais après on n'a pas de notion de... Mais bon après s'il y a un codex c'est cohérent, c'est justement les World Eaters, on n'a pas de notion de quel est leur but en ce moment, qu'est-ce qu'ils font en ce moment, sur quoi ils sont, étant donné que les World Eaters leur seul but c'est de tuer, c'est ce qu'ils font depuis 10 000 ans, ils vont continuer à le faire et il n'y a pas grand chose à expliquer. Il y a les croisades de sang, c'est quand justement vous avez beaucoup de World Eaters qui se rassemblent pour faire une croisade pour essayer de détruire, tuer, etc. Mais ça peut-être que du coup c'est très simpliste en termes de lore, c'est très facile à comprendre, mais peut-être que ça manque un petit peu de profondeur parfois. Moi j'aime bien toujours quand il y a une vision un petit peu derrière les choses. Vous voyez, c'est ce que je vous disais il y a quelques semaines sur les codex Ligue de Votann. Ça manque d'une quête en fait, parce que vous voyez si vous êtes sur une faction qui n'est pas en quête de quelque chose, qui est juste là pour frapper, alors c'est bien parce qu'il faut aussi cette image là de dire eux ils sont là juste pour taper, juste pour couper des têtes, mais c'est vrai que moi j'ai besoin, après c'est ma vision à moi, mais moi j'ai besoin qu'il y ait quelque chose un petit peu plus profond, une sorte de quête pour un avancement, pour qu'ils cherchent à faire quelque chose. Vous voyez que tu as Vashtor par exemple. Vashtor, moi j'aime beaucoup le personnage parce qu'il a une quête, il veut devenir un dieu, il veut devenir l'égal des dieux du chaos, donc même s'il est très méchant, qu'il veut faire le mal, il a quand même cette volonté et peut-être va-t-il y arriver, vous voyez, et on se pose la question, on dit peut-être qu'il va y arriver ou pas. Je trouve que en gros c'est un personnage malheureusement qui incarne un idéal, l'idéal de la férocité, de la rage, de la haine, mais ça reste... on a fait le tour. Vous voyez, vous avez vu cette boule, une fois que vous avez fait le tour, c'est toujours pareil, vous l'avez compris. Et en plus, il peut pas mourir, quel que soit ce qui se prend, il est banni dans le warp, mais il revient vite, en fait, parce que Khorne ne se sépare pas de lui, donc... ça c'est une force
une sorte de force inamovible, mais qui du coup n'a pas de fin en soi, et moi j'aime bien, encore une fois, quand il y a une quête, voilà. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment sur cette vidéo. Si c'est le cas, pensez à liker comme d'habitude, un petit commentaire aussi, hein, si vous ne savez pas comment mettre, vous mettez un petit palmier, ça fait toujours plaisir à l'algorithme, à YouTube, ça fait plaisir aussi de voir les palmiers. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine, et puis comme d'habitude, vous avez les vidéos en avance sur Tipeee, sans publicité, donc si vous voulez me soutenir dans mon travail, vous pouvez aussi passer par Tipeee. Voilà, merci à vous tous en tout cas, et à bientôt. Salut, bye.